Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié pardon, au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité suit une trajectoire d'évolution et que cette trajectoire mène l'ensemble de l'humanité vers son ultime perfection. Nous travaillons tous à cette œuvre sans le savoir. Pour l'instant, l'humanité n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle réalise de façon inconsciente. Ça devrait venir puisqu'on commence à avoir tout le matériel pour pouvoir analyser tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons développé jusqu'à présent, le sens, pour comprendre le sens de ce que nous avons réalisé, et s'il y a une flèche, évidemment, une flèche qui est poursuivie, une flèche d'évolution, une flèche évolutive, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, je pense que dans un avenir très proche, la science pourra mettre toutes ces données, tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent, et interroger grâce aux intelligences artificielles, enfin bref, aux puissances de calcul des nouveaux ordinateurs. Je pense qu'avant un siècle, on aura compris notre sens, le but, l'endroit où nous allons. Qu'est-ce que nous sommes en train de réaliser sans le savoir. Alors, ça a déjà été imaginé, ça a déjà été conçu par les grandes spiritualités. C'est l'idée, par exemple, de l'Apocalypse. L'idée de l'Apocalypse, ça donne cette visibilité, le monde qui va vers une sorte de perfection, où le serpent se couchera dans le berceau du bébé, où le loup et l'agneau pourront cohabiter. Enfin, voilà, on voit, c'est l'accession, en fait, le royaume de Dieu, et Dieu c'est l'amour, donc le royaume de l'amour qui s'impose sur terre. Donc il y a cette vision. Du côté des spiritualités asiatiques, on parle de cycle, c'est un système cyclique, c'est-à-dire que le monde va de la déchéance à l'âge d'or, et ça repart, etc. Mais il y a bien cette évolution vers l'âge d'or. Voilà. Et l'âge d'or, c'est l'âge de la perfection, en somme. On le retrouve chez les Grecs, dans la philosophie grecque ancienne, etc. Donc cette vision d'une évolution vers l'âge d'or ou la perfection ou quoi que ce soit, elle a déjà été entrevue. Au XIXe siècle, les philosophes des Lumières et un peu plus tardivement ont conçu cette idée d'une évolution vers quelque chose. C'est le cas de Saint-Simon, de Fourier, de cette époque un petit peu comme ça, des philosophes qui pensaient que le progrès pouvait amener Auguste Comte, etc., amènerait à une sorte de perfection. Marx, etc. Voilà. Donc il y avait cette vision d'aller vers une sorte de perfection. Et Nietzsche, même lui, l'a conçu à l'envers, en disant, ben oui, apparemment on va vers la sensibilité, on va vers ce dont parle le judaïsme, le christianisme, mais il faut surtout pas aller vers là, parce que on se fragilise, etc. Il faut au contraire ramener une sorte d'aristocratie, d'être humain capable d'être dur, quoi, hein, vis-à-vis des choses. Et je pense que c'est parce qu'il avait la hantise de sa propre sensibilité qui d'ailleurs l'a entraîné à perdre la raison, à mon sens. Ça a dû jouer en tout cas
dans cette perte de raison, cette hypersensibilité. Et donc, il en avait sans doute une hantise. Et au lieu de pouvoir l'utiliser et en faire quelque chose, mais à l'époque, c'était très difficile. Quelqu'un qui était hypersensible dans ces moments-là, ou au Moyen-Âge, il avait peu de chances de pouvoir bien se survivre correctement à ce monde qui était violent, quoi. Et donc, il était en décalage. Voilà. Alors, je vais reprendre, c'est le dernier épisode. J'ai travaillé pendant 4 épisodes sur le poème de Parménide. C'était une émission de France Culture consacrée au présocratique. Et donc, il y avait tout le début de ce poème. Et là, je vais lire la fin de ce poème. Voilà. Je l'ai trouvé sur Internet. Alors, c'est sur philoctète.free. Je ne sais pas de qui est la traduction, mais voilà, je vais essayer de continuer pour l'amener jusqu'au bout, cette réflexion. Donc, il y a le Parménide essaie d'expliquer qu'il n'y a que l'être qui est, le non-être n'est pas. Et l'être, en somme, tel qu'il est décrit par Parménide, à mon sens, ça correspond au divin, ça correspond au principe créateur, ça correspond à ce que les religions appellent Dieu, ou les religions liées à l'hindouisme appellent le vide. Je ne sais pas comment c'est interprété dans cette... Mais bon, cette puissance créatrice qui va mettre en œuvre l'univers et qui va le composer, qui va en même temps être l'univers et son propre moteur. Donc, je continue, ça s'est arrêté au fragment 8, et là, on attaque le 9. Alors, je lis et éventuellement, je commente. Mais puisque tout a été nommé lumière ou nuit, et que suivant leur puissance, tout se rapporte à l'une ou à l'autre, l'univers est à la fois rempli par la lumière et par la nuit obscure. Elles sont égales et rien n'est en dehors d'elles. Et c'est une évidence. Nuit, jour, en fait, il y a la lumière, il n'y a pas la lumière. On pourrait, voilà, il y a les trous noirs et il y a le ciel étoilé, le ciel lumineux. Donc, tout est là, quoi. En fait, il cherche à résumer, il me semble, alors, je précise quand même que je ne suis pas ni un intellectuel, ni j'ai pas une grande... Ah, mon Dieu. Bon, eh ben, alors il faut que je charge le Mac. Désolé. Ce truc. Purée. Bon, eh ben, il me manque un fil. Bon, c'est pas grave, on va avancer comme ça. Donc, donc tout est dans il veut résumer en somme la totalité. Alors, je ne suis ni un universitaire, ni je connais bien la philosophie techniquement. C'est très intuitif tout mon travail et il faut le prendre comme tel. C'est de la créativité, on va dire. C'est de l'imagination qui est en route pendant que je lis, parce que là je découvre, je ne l'ai pas lu avant. D'habitude, je fais un peu comme ça, j'écoute, et c'est ce que ça stimule chez moi, voilà, c'est de la créativité pure en fait. Mais je faisais comme ça quand je faisais de la peinture, voilà, c'est la façon dont j'aime pratiquer, puis je pense que je ne peux pas pratiquer autrement parce que je n'ai pas les moyens de
de travailler, de faire des fiches, je sais pas, enfin d'être, voilà, j'ai pas fait d'études et donc j'ai pas les techniques pour faire de la rédaction, pour m'exprimer correctement, etc. Donc il faut le prendre comme ça, ou ne pas le prendre. Tu sauras, donc il continue, il parle, en fait, il enseigne à quelqu'un. Tu sauras la nature de l'éther, et dans l'éther, tous les signes, et du soleil arrondi la pure lumière, ses effets cachés, et d'où ils proviennent. Tu apprendras les œuvres vagabondes de la lune circulaire, sa nature. Tu connaîtras enfin le ciel étendu tout autour. Tu sauras d'où il s'est formé et comment la nécessité qui le mène l'a enchaîné pour servir de borne aux astres. En somme, à mon sens, je le redis donc par rapport aux autres vidéos, pour moi c'est un parcours initiatique pour atteindre l'extase. L'extase, c'est la tombée dans le pur présent. Et dans le pur immédiat, dans le pur présent, où l'esprit n'a plus de référence avec le passé, plus d'interrogation avec le futur, il ne peut plus s'échapper de l'instant présent. Dans cet état-là, on est dans un état d'extase. C'est ce que cherche à atteindre l'humanité. Selon moi, quand je dis l'humanité va vers sa perfection, c'est cela, la perfection que l'humanité vise. Et donc, voilà, ça y est, je vais comprendre où il était ce truc. Donc, c'est ce qu'on cherche à atteindre parce que dans cet état, il y a on a une compréhension totale de la chose, de l'univers, de la création. Mais ça n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une création intime, c'est une création cellulaire. C'est le corps qui comprend ce qui se passe, qui est en fusion avec le tout, qui est en relation avec le tout, avec la création, en somme. Et donc, je suis désolé, il faut que je fasse ça, donc je pense que ça va pas être, ça va changer un petit peu la voix, mais tant pis, comme, voilà, on va faire comme ça. Et donc, c'est le corps qui est en relation avec le tout. Donc c'est une compréhension qui est à un autre niveau, qui n'est plus au niveau de l'intellect. Parce que de toute manière, sinon, tu sauras la nature de l'éther, et dans l'éther, tous les signes, et du soleil arrondi la pure lumière. Donc il pense que le soleil est rond, que c'est, etc., que c'est une boule, sans doute. Et tu connaîtras sa nature, le ciel étendu tout autour, tu sauras d'où il s'est formé. C'est impossible pour lui de le connaître intellectuellement. Il y avait rien pour pouvoir mesurer à son époque. On commence maintenant et il a fallu trouver des instruments de calcul, des outils pour calculer, pour dire voilà, c'est à des milliers de kilomètres d'années-lumière, on a inventé l'idée d'années-lumière, etc., etc. L'humanité a dû trouver tout un tas d'outils pour pouvoir y réfléchir. Donc là, quand il dit « tu sauras la nature de l'éther », tu sauras d'où il s'est formé et comment la nécessité qui le mène l'a enchaîné. Donc l'a enchaîné, c'est-à-dire fait que c'est une totalité qui est totale, dont on ne peut pas se faire d'idée d'extérieur. Ça, c'est l'être. Comment la terre, le soleil et la lune, l'éther commun, le lait du ciel, l'Olympe, le plus reculé, et les astres brûlants ont commencé à se former. Comment un être humain peut comprendre ça? On ne le comprend pas aujourd'hui encore complètement. Donc, ça veut dire que il le comprend par un autre moyen que par le moyen intellectuel. Et ça, c'est la compréhension de l'extase. Quand on a fait l'expérience de l'extase, ça a été mon cas. Je suis tombé par hasard, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait dans une semaine d'extase, au tout début de la mécanique universelle, donc de cette théorie où je me suis plongé dans cette théorie,
après avoir écrit cette phrase de façon intuitive. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Je me suis reculé, j'ai dit mais qu'est-ce que je viens d'écrire? Et là, ça m'a plongé dans cette recherche et en plus, ça correspondait exactement à mon psychisme autiste qui veut à tout prix comprendre, qui ne peut pas laisser un truc dans le vague. J'aurais jamais pu abandonner tant que je comprenais pas ce que j'avais écrit. Je suis configuré psychiquement comme ça. Donc, c'était une obligation que je cherche à comprendre, cette chose-là. Et à partir de là, je suis tombé dans cet état d'extase. Et dans cet état d'extase, tout est au niveau de la sensation. L'esprit est vide, on est en contemplation pure, et on est en relation avec les choses, avec tout, avec un brin d'herbe, avec un brin de poussière, avec une bouse de vache, avec l'air, avec avec n'importe quoi. On est en relation avec tout ce qui est créé. Mais en fusion, il y a quelque chose qui est en nous, comme si nos particules élémentaires étaient en relation, traverser de nous et aller se mettre en fusion avec les particules élémentaires qui composent tout. La voiture, l'échelle, le rideau, le truc, etc. Tout. Voilà. Donc on est dans cet état de fusion. Les plus étroites couronnes sont remplies de feu sans mélange. Les suivantes le sont de nuit. Puis revient le tour de la flamme. Donc, il y a quelque chose qui est dans ce... voilà, parce qu'il travaillait les présocratiques sur le feu, l'air, etc., l'eau, la terre. Au milieu de toutes est la divinité qui gouverne toutes choses. Elle préside en tout lieu à l'union des sexes et au douloureux enfantement. Donc, cette divinité, c'est le principe créateur, c'est la création, c'est ce tout. C'est au milieu parce qu'il y a... Au milieu, c'est comme si c'était la règle, comme si c'était l'impératif. L'univers est là et il y a un impératif qui gouverne, qui fait que les générations se suivent par la sexualité, que le monde se fait par le jour et la nuit, par le bien, le plus et le moins, etc. Qu'il faut qu'il y ait un plus et un moins dans une particule pour que ça fonctionne. C'est la divinité, c'est ce qui donne ces règles-là, qui met ces règles en œuvre, qui gouverne toutes choses. Elle préside en tout lieu à l'union des sexes et aux douloureux enfantements. C'est elle qui pousse la femelle vers le mâle et tout aussi bien le mâle vers la femelle. Donc, c'est c'est le moteur de la vie. Et elle a conçu l'amour, le premier de tous les dieux. Donc, cette puissance qui à l'origine est plus-moins, qui est juste, et même ça doit être fondu encore plus loin, il doit y avoir une loi encore plus loin que les lois qu'aujourd'hui on a découvert. Force forte, force faible, etc. Les quelques lois qui régissent tout l'univers. On va finir par les unifier derrière quelque chose encore plus unique. Eh bien, c'est ça qui a mis en œuvre les choses et qui fait qu'il y a que c'est l'amour, c'est sa nature, son essence, c'est l'amour. L'amour, le premier de tous les dieux. D'avoir imaginé ça en 500 avant Jésus-Christ, c'est puissant. Bon, je pense que à cette époque-là, il y a eu une explosion de pensée dans tous les sens. Il y a eu le judaïsme d'un côté, le bouddhisme de l'autre. Bref, il y avait de la spiritualité à fond. Il y avait une effervescence et en plus, les gens se rencontraient. Ils se baladaient à bloc. Hein. Ils allaient à la rencontre les uns des autres à travers la guerre, bien souvent, mais c'était pareil. C'était le seul moyen d'aller à la rencontre parce que... Voilà, si c'est la guerre qui met les gens en relation, comme aujourd'hui les Américains et les Russes ou les Américains et les Arabes, etc., c'est parce que les Américains ne savent pas y aller en douceur.
savent pas, ils n'arrivent pas à communiquer. Ils viennent avec un ego surdimensionné, avec un narcissisme absolu. Je suis le meilleur, donc on peut plus communiquer. C'est terminé. Donc ils y vont à travers la guerre obligatoirement. C'est juste un handicap affectif qui les motive en réalité. Donc on continue. Et paf, j'aime bien faire un petit coup je suis désolé, mais c'est comme ça. J'ai un esprit critique et je suis révolté que l'Occident n'arrive pas à capter qu'il faut changer de logiciel et passer rapidement sur autre chose. Qu'on soit gouverné par des bourrins comme ça, alors qu'on a des choses à donner, au monde, on a beaucoup de choses à apporter et on n'apporte que le négatif au lieu d'apporter le positif et d'y aller avec du mea culpa en plus sur tout ce qu'on a fait. Bon, bref. Regardant toujours vers la splendeur du soleil, regardant toujours vers la lumière, en somme. C'est la lumière qui est à l'origine. Tel est, soit d'une façon, soit de l'autre, le mélange qui forme le corps et les membres. Telle se présente la pensée chez les hommes. C'est une même chose que l'intelligence et que la nature du corps des hommes. En tout et pour tout, ce qui prédomine fait la pensée. C'est la pensée, donc tout est là. Mais c'est évident, je pense qu'on va vers cette chose-là. On est en train les scientifiques sont en train de se demander si la conscience, elle n'est pas extérieure au corps, si c'est pas quelque chose qui est extérieur. La pensée, c'est malgré tout, c'est tout, quoi. Parce que si on arrête la pensée, il n'y a plus rien. Donc la pensée, c'est quand même tout derrière. On a encore à décortiquer. Il y a un boulot pour les scientifiques à fond, là. Il y a beaucoup de boulot à faire. À droite, les garçons, à gauche, les filles. C'est ainsi que, selon l'opinion, ces choses se sont formées et qu'elles sont maintenant. Et que plus tard, elles cesseront, n'étant plus entretenues. À chacune d'elles, les hommes ont imposé le nom qui la distingue. On a imposé les noms qui distinguent les choses. Les choses sont comme ça, sans l'homme. Si on n'est pas là, les choses, on n'a pas. C'est pas parce qu'on a appelé un arbre que pour un primate, ça s'appelle un arbre. Que pour un écureuil, c'est un arbre, ou que pour le ver qui est à l'intérieur de l'arbre, ça s'appelle un arbre. Donc, c'est nous qui avons distingué et qui avons donné les noms pour pouvoir évoluer, pour pouvoir... Ça a du sens, c'est pas pour rien que ça s'est fait tout ça. C'est pour qu'on puisse construire la perfection, pour qu'on puisse amener l'humanité vers la perfection. C'est que du matériel. La perfection, c'est l'extase. La perfection, c'est la sensation. C'est ce qu'on ressent c'est le ressenti. Tout est dans la sensation. Les sensualistes ont raison, les philosophes sensualistes avaient raison, mais tous les philosophes ont raison, d'une manière ou d'une autre, tous, qu'ils soient sensualistes, antisensualistes, qu'ils soient matérialistes ou spiritualistes, ici, tout le monde a raison, sauf qu'ils regardent à un point, l'autre à l'autre point, un point, etc. C'est qu'une question de regard. Mais il n'y a pas d'antagonisme en réalité. L'antagonisme, c'est le moteur de l'humanité. C'est comme le plus et le moins. Voilà, c'est une obligation pour avancer. Il faut que tout soit construit sur cette chose-là. C'est le moteur de la création de l'humanité. Voilà, ça s'arrête là. On est arrivé au bout. Bon, je sais, c'est mon point de vue. Il faut le prendre avec des pincettes parce que mes qualités sont minimes. Les seules que je me reconnais, où j'ai un peu d'ego là-dessus, c'est la créativité. Voilà, c'est tout. Ça fuse, etc. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a des bêtises des fois qui sont... Voilà, mais il n'y a que l'avenir qui dira. Bon, ça, c'était peut-être pas mal. Ça nous permet, on va le prendre, ça nous permet d'aller
d'aller chercher des trucs dans une direction, c'est peut-être pas bête, etc. Et ça, c'est complètement absurde. Voilà, c'est dépassé. Voilà, mais ça, c'est l'avenir qui fera. Moi, je fais mon travail pour le phénomène humain. Je travaille pour l'humanité. Je fais mon boulot. Tant que mes neurones fonctionnent, je les essore, je les presse, je fais jaillir tout ce qui peut jaillir. Et pour ça, je suis obligé d'être sobre, et alors que j'aimerais lâcher prise. J'aimerais lâcher prise. Mais si je me suis rendu compte que quand j'embrume mon esprit avec de l'alcool, par exemple, eh ben, je suis plus du tout performant. Eh ben, il y a une force qui, pourtant, je suis alcoolique, qui pourtant est plus forte que l'alcoolisme, c'est la passion. La passion est plus forte que l'alcoolisme. La passion est sans doute plus forte que l'héroïne. La passion est plus forte que... Donc c'est juste ça. Peut-être que ça c'est un truc que j'ai pensé il y a longtemps, plus forte que l'anorexie, plus forte que... Si on parvient à faire toucher du doigt celui qui est dans la souffrance et lui donner les moyens de trouver sa passion, parce qu'on est tous faits pour une passion, d'aller toucher sa passion et de plonger dedans et de l'accompagner jusqu'à ce qu'il y soit, c'est fini. Le jour où j'ai rencontré la mécanique universelle, j'ai arrêté de fumer. Et alors que je fumais et j'ai la BPCO, je m'étouffais, mais il fallait quand même que je fume mes 5-6 cigarettes par jour. Et une fois que j'avais fumé, j'étais tellement étouffé que j'allais me coucher pendant 2-3 heures pour restaurer le truc. Et pourtant, j'étais totalement intoxiqué. Le jour où je suis rentré dans la philo, le lendemain, quasiment, où je me suis mis à travailler, le lendemain, j'ai arrêté de fumer et sans aucune difficulté. C'est à méditer, je veux dire. C'est peut-être que pour moi, mais peut-être c'est général. Peut-être ça sert à quelque chose. Voilà. Et je pense que c'est valable pour tous ceux qui vont focaliser, qui vont prendre quelque chose comme une passion. La nourriture, la non-nourriture. Évidemment que ça entraîne, ça amène à des états qui sont similaires, très certainement presque extatiques. C'est l'anorexie, par exemple. C'est des quêtes dans ce sens, mais peut-être que, voilà, si on arrive à détourner les choses, au moins quand ça entraîne, ça peut entraîner des dégâts vraiment terribles. Voilà, pour mes frères humains. Mes chers amis, je vous remercie d'abord de votre patience, de votre tolérance, des mots gentils que vous écrivez, de ce que vous pensez et que vous n'écrivez pas, des critiques que vous avez, tout ça, je vous remercie de passer sur cet espace, de vous abonner parfois, etc. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.